Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Le bonheur au travail, douce utopie ou véritable stratégie d'entreprise? Nous posons la question à Myriam Lalou. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors Myriam, vous êtes consultante en management, business coach et directrice générale chez Compétences Plus. Qu'est-ce qu'on entend par bonheur au travail ? Alors, bonheur au travail, aujourd'hui, c'est une appellation assez large. On peut parler de bien-être au travail, on peut parler d'épanouissement au travail, on peut parler de joie et de plaisir au travail, mais on parle aussi de bonheur au travail. C'est un terme qui est très à la mode depuis quelques années, mais on verra tout à l'heure un peu l'origine qui nous vient des États-Unis, de la Silicon Valley, qui innove comme d'habitude dans plusieurs approches liées à l'épanouissement des salariés. Et donc, bonheur au travail signifie au sens strict que les salariés, les collaborateurs, les personnes avec qui on travaille sont à la bonne place. C'est-à-dire qu'ils trouvent un plaisir, une satisfaction, une reconnaissance dans les activités qu'ils font. Et donc, ils trouvent un sens à leur métier. Du coup, ces salariés, on verra les conséquences, sont plus heureux, plus créatifs, moins malades, moins en retard et produisent pour l'entreprise. Et donc, bonheur et performance au travail, on le verra tout à l'heure à travers des chiffres, sont fortement liés. Alors vous venez de dire que c'est un concept à la mode. Pourtant, le monde des entreprises nous habitue plutôt à des univers difficiles. On parle plus fréquemment de souffrance au travail. Ça a fait l'objet d'autres émissions d'ailleurs. Pourquoi aujourd'hui les entreprises s'en soucient de ce bonheur au travail ? Quelqu'un qui est heureux est par définition quelqu'un qui a des émotions positives. Donc, quelqu'un qui a des émotions positives va engendrer une atmosphère de travail positive, convivial, où il fait bon de rester quelques heures de plus, où il fait bon aussi de venir un peu plus tôt. Donc imaginez une entreprise où vous avez par exemple des locaux agréables, on va dire alors ça peut être aussi des chaises qui sont extrêmement confortables, ça participe au bonheur au travail. Aujourd'hui, l'ergonomie au travail participe au bonheur des salariés tout simplement parce que les salariés qui s'assoient très souvent sur leurs chaises quand elles sont inconfortables se plaignent de mal de dos chronique, de trapèze noué, de migraine, et forcément ces gens-là sont malheureux parce que déjà ils sont malheureux parce qu'ils vont voir leur ostéopathe ou kiné un peu plus souvent et donc ça fait des dépenses, mais aussi parce qu'ils pensent plus à une douleur alors qu'ils doivent penser à la performance des entreprises. Alors vous me dites aujourd'hui pourquoi les entreprises s'en soucient, parce que ils ont réalisé que finalement, et ça part de Google, alors figurez-vous que Google a aussi innové dans ce sens puisque le 107e salarié de Google, qui était a priori embauché en tant qu'ingénieur classique pour faire des choses, est devenu ce super bon camarade qui est devenu plus tard le premier Chief Happiness Officer dans le monde, qui est Chad Meng Tan, qui est quelqu'un qui a justement entre les ressources humaines et la communication, a su créer, a su dédier, on va dire, l'intégralité de son travail à rendre les salariés heureux. Et là, Google a réalisé qu'il faisait plus d'innovation, plus de créativité, avec cette meilleure communication et cette atmosphère de travail plus saine. Mais pourquoi aujourd'hui les entreprises, hormis peut-être celles atypiques comme Google, n'y vont pas plus facilement ? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de le chiffrer tout ça, de montrer que c'est positif pour l'entreprise, que ça lui apporte concrètement des bienfaits, de la compétitivité ? Alors il y a eu des choses qui ont été faites sur le plan européen, des études qui ont été faites et qui ont été popularisées par un chercheur qui s'appelle Issa Getz, qui est enseignant aussi à ESCP Europe et qui a écrit un livre et produit des vidéos sur Libérer l'entreprise, ou l'entreprise libérée, donc un concept très à la mode, qui parle entre autres de pyramide inversée, donc laisser un petit peu les ouvriers, les techniciens et les personnes qui sont en bas de l'organisme de l'entreprise prendre davantage le pouvoir et être plus créatifs. Et il a montré comment cette entreprise libérée favorisait le bonheur au travail, tout simplement parce que personne ne se sent exclu ou personne ne se sent à la marge et tout le monde se sent écouté. Donc, vous me dites s'il y a des chiffres. Oui, il y a des chiffres et elles ont été diffusées notamment par Issa Getz ou popularisées. Un salarié heureux au travail est 2 fois moins malade et 6 fois moins absent et 55% plus créatif et 9 fois plus loyal. Alors, vous imaginez dans un environnement où on a envie de garder ses talents, notamment les personnes qui ont débuté chez nous, évolué chez nous, sur lesquelles on a investi. S'ils sont heureux chez nous, il n'y a aucune raison qu'ils aillent travailler ailleurs ou chez nos concurrents. Donc ça permet aussi de pérenniser et de fidéliser les collaborateurs. Pourquoi on en parle aujourd'hui plus qu'avant ? C'est aussi une question d'image et de communication et de positionnement. Dans une époque où on voit où tout se passe aussi sur les réseaux sociaux, les choses positives comme les choses négatives, où il y a plus de bad buzz malheureusement que de good buzz, les entreprises ont réalisé qu'il fallait
qu'elle se distingue pour attirer. On a parlé de fidéliser, mais c'est aussi pour attirer ces jeunes et cette génération, on parlait de génération Y, génération Z, des millennials, on réalise que ces jeunes accordent davantage d'importance à l'équilibre vie privée et vie professionnelle, accordent davantage d'importance à une certaine liberté dans le travail, accordent davantage d'importance à une certaine liberté aussi vestimentaire, à ce respect dans le travail, à cette convivialité pour le travail. Donc, si on veut attirer ces jeunes-là, et qui travaillent efficacement pour nous, on a tout intérêt à réfléchir comme eux, ou au moins à nourrir leurs besoins. Et c'est quoi leurs besoins? C'est peut-être un open space, c'est peut-être un cadre de travail coloré, c'est peut-être une cafétéria sympathique, c'est peut-être des jeux vidéo sur le lieu du travail, mais c'est peut-être aussi une table de billard, des fléchettes, des salles de sieste et plein d'autres choses. Merci Myriam. Je rebondis sur un dernier point. Est-ce qu'il est important d'évaluer la démarche justement pour qu'elle puisse être crédible, mais surtout, est-ce qu'on peut évaluer le bonheur dans une entreprise? Eh bien oui, on peut évaluer le bonheur au travail. C'est complexe. Il faut des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ce qu'on appelle ces fameux KPIs, un peu ces indicateurs de mesure du succès de telle initiative ou de telle autre. Tout simplement, ça peut être un indicateur, par exemple, quel est le taux de rétention de nos salariés? Quel est le taux de turnover de nos salariés? Est-ce qu'il a baissé après justement toutes les initiatives qu'on a fait, ou est-ce que pareil cette année, ou est-ce qu'il y a un accroissement du départ des salariés? En général, après des mesures, après la nomination d'un Chief Happiness Officer qui va être cette personne qui va mener des actions à court, moyen et long terme, après le travail sur les locaux, après des mesures d'écoute des salariés, ne serait-ce que la mise en place de bilans de compétences, d'entretien individuel. Vous savez qu'il y a des entreprises où il n'y a même pas une régularité dans les entretiens d'évaluation. Donc, quand on met en place un certain nombre de mesures de ressources humaines, de communication interne et des choses qui font plaisir aux salariés, il y a moyen de mesurer ça. Il y a moyen de mesurer ça en faisant tout simplement une enquête sur le climat social du travail, avant et après. Qu'est-ce qui a changé en termes de satisfaction, en termes d'engagement, en termes de création du sens? En termes de chiffre d'affaires, parce que là aussi, ce serait quand même très intéressant de voir l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité après des mesures de bonheur au travail. Donc vous voyez qu'il y a des indicateurs quantitatifs. Et dans les indicateurs qualitatifs, il y a cette augmentation de motivation. Comment peut-on la mesurer? Il y a cette augmentation de plaisir au travail. Comment peut-on le mesurer? Vous savez que Fiat, là encore pour prendre un autre exemple industriel, ou Gore-Tex, qui est une entreprise leader dans l'industrie chimique dans le monde, ont installé des indicateurs pour permettre aux salariés de faire savoir leur humeur le matin quand ils arrivent au bureau. Quand ils appuient sur un bouton rouge, ça signifie qu'ils sont de mauvaise humeur. Quand c'est orange, c'est entre les deux. Quand c'est vert, ça veut dire que la journée démarre bien pour eux. Et figurez-vous que Fiat, en Amérique latine, a mis en place ce mécanisme-là. Je mets mon humeur au travail quand j'arrive le matin. Et puis, les RH ou les personnes qui étaient responsables de ça avaient des remontées d'informations en temps réel. Donc, c'est très intéressant pour une entreprise de savoir aussi quelle est l'humeur de ses salariés. Merci beaucoup, Myriam Lalou. On voit qu'il y a énormément de possibilités pour construire sa propre démarche lorsqu'on est une entreprise et qu'on veut se soucier du bonheur de ses salariés. Un dernier point, vous organisez prochainement des séminaires qui peuvent intéresser les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Alors oui, on a la chance, le cabinet Compétences Plus organise un grand séminaire fin octobre avec le coach et formateur international Stephen Gilligan. Pour rappel, ça a été l'un des disciples de Milton Erickson et de Gregory Bateson, les fondateurs respectivement de l'approche ericksonienne et de l'approche systémique. Et Steve Gilligan est l'un des coachs les plus reconnus aujourd'hui dans le monde, auteur de best-sellers à succès, traduit dans plusieurs pays. Et on a la chance qu'il vienne pour la 2e fois dans un pays arabe et africain. Il a choisi le Maroc. C'est sa première prestation en termes de séminaire, de conférence dans un pays arabe et africain. On est très honorés d'organiser ça avec lui. L'année dernière, juste pour donner des chiffres, on a eu plus de 30 entreprises de différents secteurs d'activité, la plupart dans les services, qui sont venus assister à ce séminaire pour trouver justement des clés pour mieux manager leurs équipes, pour exercer davantage leur leadership. Et cette année, on va aller un peu plus loin avec des workshops et un cycle complet. Merci beaucoup encore une fois, Myriam Lalou. Je rappelle que vous êtes consultante en management, business coach et directrice générale chez Compétences Plus. Merci à vous. À très bientôt Merci sur Matin Première.